De jour en jour, le dégoût contre le système colonial s'accroît et devient intolérable. À partir des années 1830, l'idée d'indépendance va faire son apparition. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'Amérique latine, qui était sous le joug de l'Espagne et du Portugal, va commencer à se libérer. La plupart des pays vont obtenir leur indépendance. L'idée de la souveraineté du peuple va aussi se propager ici, de sorte que, en 1837, certains réclament l'indépendance du Bas-Canada, comme d'autres, dans le Haut-Canada, réclamaient une plus grande liberté, une plus grande indépendance face à la Grande-Bretagne. En 1834, le gouverneur Elmer a dissous la Chambre d'Assemblée après l'adoption des 92 résolutions par le Parti patriote. Les nouvelles élections sont encore plus claires. 78 des 84 circonscriptions électorales voient des députés patriotes remporter leurs élections. Suite à ce résultat, Londres remplace le gouverneur Elmer par Lord Gosford, reconnu pour ses qualités de conciliateur. Nous connaissons tout de même la suite. Les 92 résolutions sont rejetées en bloc par le ministre des colonies anglaises, Lord Russell, voire les 10 résolutions de Russell. Avec ce refus, les députés patriotes comprennent qu'il n'y aura pas de réforme des institutions politiques. Cette décision de Londres sème la colère des députés réformistes. Les tensions augmentent entre les autorités britanniques et le Parti patriote. Certains membres du parti se radicalisent et proposent de prendre les armes pour renverser le gouvernement britannique. Les députés réformistes du Haut-Canada vivent la même situation. Au printemps de 1837, les membres du Parti patriote organisent des assemblées populaires, lors desquelles ils dénoncent les 10 résolutions Russell et manifestent leur mécontentement aux autorités britanniques. Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes, demande à la population de boycotter les produits importés du Royaume-Uni. Il veut affecter l'économie des marchands britanniques. En réponse aux gestes des Patriotes, le gouverneur Gosford utilise des moyens de pression. En juin 1837, il interdit les assemblées populaires car il a peur d'une révolte. À la fin du mois d'août, lorsque les sessions parlementaires s'ouvrent, les tensions entre patriotes et autorités britanniques atteignent un point critique. Les députés patriotes, qui sont majoritaires, refusent de voter le budget, ce qui paralyse le gouvernement. En réponse, Lord Gosford dissout, encore une fois, le Parlement. Malgré l'interdiction du gouverneur, le Parti patriote organise le 23 octobre l'Assemblée des 6 comtés. L'Assemblée compte 5000 personnes. Papineau critique les autorités et invite les Canadiens à poursuivre le boycott des produits britanniques. Il considère qu'il faut lutter sur le plan politique avec un gouvernement parallèle. Il n'est pas en accord avec les leaders plus radicaux, comme Wilfred Nelson, qui, eux, appellent à la révolte armée. En octobre, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, une importante assemblée réunit les représentants de 6 comtés. Papineau fait un appel au calme. Tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés. Mais les autres orateurs se font plus radicaux. Wilfred Nelson, dit le Loup Rouge, déclare « Je diffère d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. » La foule exaltée l'acclame. On vient de dérouler l'étendard de la révolte. Suite à l'Assemblée des 6 comtés et aux paroles de Nelson, le gouverneur Gosford lance un mandat d'arrêt contre 26 leaders patriotes, dont Louis-Joseph Papineau, Ludger Duvernay et Robert Nelson, qui sont accusés de haute trahison. Plusieurs vont se réfugier dans les campagnes avant de fuir aux États-Unis. Pendant ce temps, Wilfred Nelson prépare ses troupes pour la bataille. Pendant ce temps, en septembre 1837, certains membres plus radicaux du Parti patriote décident de fonder l'Association des Fils de la Liberté. Ils invitent leurs partisans à prendre les armes. Cette association est une réponse à la création du Doric Club, un groupe de radicaux anglophones qui veulent prendre les armes contre les patriotes. La confrontation est fréquente, notamment à Montréal. Septembre. Des membres radicaux du Parti patriote fondent l'Association des Fils de la Liberté. Ils invitent leurs partisans à prendre les armes. Cette association est aussi créée en réponse au Doric Club, un groupe de radicaux anglophones qui veulent recourir aux armes contre les patriotes. Les deux groupes commencent un entraînement militaire. Le 23 novembre 1837, un premier affrontement éclate entre les patriotes et l'armée britannique à Saint-Denis. Les patriotes sont armés de fusils de chasse, de fourches et de bâtons. Ils repoussent les soldats britanniques. L'armée britannique ne s'attendait pas à une telle résistance, mais elle revient en force et remporte toutes les autres batailles du conflit. Comme par exemple, lors de la bataille de Saint-Charles le 25 novembre, les patriotes perdent 150 combattants et les Britanniques uniquement 3 soldats.
Après la bataille, il n'est pas rare de voir les troupes britanniques et les milices loyalistes incendier et piller les villages. Après avoir pacifié le sud de Montréal, le commandant en chef des forces armées britanniques pour le Haut et le Bas-Canada, Sir John Colborne, surnommé à l'époque le Vieux Brûlot, décide d'attaquer la région des Deux-Montagnes. Selon ses informateurs, les patriotes y seraient très bien organisés. Il prépare donc son offensive en conséquence. En chemin, il incendie presque tout sur son passage. Maisons, fermes, récoltes. En route, il recrute également des volontaires de Montréal et de la région des Deux-Montagnes. Il mobilise également plusieurs régiments de l'armée en vue de l'attaque. Au matin du 13 décembre 1837, c'est près de 1500 soldats volontaires qui convergent vers le village de Saint-Eustache. Les patriotes du comté de Deux-Montagnes sont organisés en deux camps. À Saint-Eustache, ils sont dirigés par le Suisse Amaury Girod et le docteur Jean-Olivier Chénier. Des villageois et des patriotes venus de Montréal sont regroupés dans des camps aux abords du village. Les effectifs, elles, varient de jour en jour. Colborne envoie un groupe de volontaires dirigé par le capitaine Maximilien Globensky, passé par le village de Sainte-Dorothée. Le reste de l'armée traverse la rivière des Mille-Îles, en aval de Saint-Eustache. Lorsqu'il aperçoit le groupe de volontaires dirigé par Globensky, Chénier se lance à leur poursuite sur la rivière gelée. Colborne profite du fait qu'ils sont à découvert pour tirer des coups de canon dans leur direction. Chénier et son groupe se replient alors au centre du village. Dès lors, c'est la débandade chez les patriotes. Plusieurs prennent la fuite, tandis que d'autres se réfugient dans l'église et les bâtiments à proximité. L'armée britannique et les volontaires loyaux encerclent le village et arrêtent de nombreux fuyards. À un certain moment, les militaires allument des foyers d'incendie dans le presbytère, le couvent, puis l'église. Les patriotes sont alors pris au piège dans l'église en flammes. Plusieurs s'enfuient et sont aussitôt arrêtés par l'armée. L'un des derniers à sortir de l'église est le chef Jean-Olivier Chénier, qui est aussitôt abattu. Au cours des heures qui suivent, le village de Saint-Eustache est pillé et incendié. La bataille a fait près de 70 morts et plus d'une centaine de prisonniers patriotes. Dès le lendemain, l'armée dirigée par Sir John Colborne se dirige vers le village de Saint-Benoît pour y arrêter les principaux chefs du comté de Deux-Montagnes. 23 novembre. L'armée britannique et les patriotes s'affrontent une première fois à Saint-Denis. Armés de fusils de chasse, de fourches et de bâtons, les patriotes repoussent les soldats britanniques qui se replient. Les forces militaires britanniques reviennent en force. Elles défont les patriotes à Saint-Charles, Moore's Corner, Longueuil, Montréal, Saint-Eustache et Saint-Benoît. Après certaines batailles, l'armée britannique incendie et pille des villages. Voici certaines traces de la mémoire des troupes de 1837-38 et particulièrement de la bataille de Saint-Eustache. Dans un premier temps, vous pouvez observer une fresque qui orne la station de métro Papineau à Montréal. À Saint-Eustache, vous pourrez observer la statue de Jean-Olivier Chénier, le mémorial et la plaque qui commémore également les événements de 1837, mais aussi les cicatrices toujours bien présentes à certains endroits sur l'église. À travers la ville, il est aussi possible d'apercevoir l'une des 6 fresques représentant différents moments de l'histoire des patriotes, comme celle-ci, située tout juste devant l'église. On y voit Papineau à la fenêtre ainsi que les préparatifs la veille de la bataille. Vous remarquerez également qu'un patriote, le vieux 37, d'Henri Julien, une peinture et un peintre, qui part au combat. Les combats reprennent en février 1838. Robert Nelson et 300 Canadiens proclament l'indépendance du Bas-Canada. Ils veulent briser les liens politiques qui unissent le Bas-Canada à la métropole britannique. Dans son texte, il abolissait le régime seigneurial. Les Amérindiens obtenaient les mêmes droits que les Blancs. Les droits de vote étaient élargis et il prévoyait que la nouvelle République allait avoir 2 langues officielles, soit l'anglais et le français. Les autorités britanniques vont ignorer cette déclaration d'indépendance. Peu de temps après, les 300 Canadiens associés à Robert Nelson fondent l'Association des Frères Chasseurs. Leur but est de préparer une deuxième rébellion. Ils comptent obtenir des armes et des munitions des États-Unis et ils sont menés par Thomas Chevalier de Lorimier ainsi que Robert Nelson. Cependant, les frères chasseurs sont défaits à la colle le 7 novembre 1838 et 2 jours plus tard à Odellton. La rébellion de 1838 se termine par un échec. De nombreux patriotes sont tués et des centaines sont emprisonnés. Une centaine d'entre eux sont condamnés à mort. De ce nombre, 58 sont déportés vers l'Australie et une dizaine sont exécutés. Le 15 février 1839, 5 patriotes, dont le leader Thomas Chevalier de Lorimier, sont pendus. Leur exécution marque la fin des rébellions de 1837-1838. De nombreux patriotes sont tués pendant les combats et des centaines sont emprisonnés.
Une centaine d'entre eux sont condamnés à mort. De ce nombre, 12 sont exécutés. Le 15 février 1839, 5 leaders patriotes, dont Thomas Chevalier de Lorimier, sont pendus. C'est la fin des rébellions au Bas-Canada. Les rébellions ne font pas l'unanimité chez les Canadiens. Leur attitude à l'égard des luttes armées entreprises par les patriotes varie en fonction du groupe social auquel ils appartiennent. Par exemple, la bourgeoisie libérale est favorable aux revendications des patriotes, mais elle est divisée quant aux moyens à utiliser pour obtenir des réformes qui respectent les idées libérales. Le clergé, pour sa part, s'oppose fermement à la lutte armée. Une des raisons est que les patriotes sont les partisans de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui diminuerait l'influence de l'Église et surtout celle de l'évêque. Pour leur part, les seigneurs s'opposent aux patriotes, car les idées libérales des patriotes exigent l'abolition de certains privilèges qu'ont les seigneurs. Et finalement, le peuple appuie les patriotes et le démontreront lors des élections. Toutefois, seulement environ 8000 personnes prendront les armes au moment des révoltes. En 1837-1838, la colère s'exprime aussi dans le Haut-Canada. Les députés réformistes réclament que les membres du Conseil législatif soient élus. Ils demandent également la responsabilité ministérielle. Les députés réformistes s'opposent au Family Compact, un groupe de politiciens et de fonctionnaires issus des familles puissantes. Ce sont des membres du Family Compact qui dirigent les conseils, législatifs et exécutifs, et sont très proches du lieutenant-gouverneur. Le Family Compact domine aussi l'économie du Haut-Canada. Son influence lui donne accès à d'importantes ressources pour financer des projets de construction, comme par exemple les canaux, grâce auxquels ces familles s'enrichissent encore plus. Les députés réformistes du Haut-Canada s'opposent donc à la politique économique qui favorise certains individus amis du Family Compact. Devant l'échec des réformes demandées et inspirées par les révoltes patriotes du Bas-Canada, certains députés se radicalisent. Dirigés par William Lyon Mackenzie, ils prennent les armes et 500 d'entre eux se rendent à Toronto, le siège du gouvernement du Haut-Canada. Ils sont vaincus par la milice loyaliste, les autres attaques des rebelles dans le Haut-Canada n'auront guère plus de succès. En réaction aux rébellions, la métropole suspend la Constitution du Bas-Canada et les libertés civiles le 27 mars 1838. La Chambre d'Assemblée et le Conseil législatif sont dissous. Londres met en place un conseil spécial qui gouverne le Bas-Canada de 1838 à 1841. Aucun représentant élu ne siège donc au conseil. Londres nomme également un nouveau gouverneur général des deux Canada, Lord Durham. Ce dernier a pour mandat de faire enquête sur les événements qui se sont produits en 1837-38. Il doit identifier les causes des rébellions et proposer des solutions à la crise. En 1839, Durham dépose son rapport. Les conclusions de Lord Durham sont claires. Londres doit adopter des mesures pour assimiler les Canadiens français. Selon lui, l'un des points de départ des événements de 1837-38 est la crise raciale qui oppose les Britanniques aux Canadiens français. Lord Durham, le nouveau gouverneur, enquête sur les causes des rébellions. Parmi celles-ci, il cible la crise raciale qui oppose Britanniques et Canadiens. Ses solutions: augmenter l'immigration britannique et adopter l'anglais comme seule langue officielle, unir les deux Canadas pour qu'une seule chambre d'assemblée soit dominée par les Britanniques, et instaurer un gouvernement responsable pour éliminer les conflits entre députés et conseils. Comment le gouvernement britannique recevra-t-il les recommandations de Lord Durham? Les Canadiens français réagissent mal au rapport Durham. Même si la plupart d'entre eux sont favorables à un gouvernement responsable, tous s'opposent à l'union des deux Canadas. Ils considèrent que cette union placerait la population canadienne-française en situation d'infériorité. En effet, dans une colonie anglaise peuplée et dirigée par une majorité britannique, ceci menacerait leur langue, leur culture ainsi que leurs institutions. Du côté des colons britanniques, ils sont divisés au sujet du gouvernement responsable. La bourgeoisie d'affaires s'y oppose, car les membres ont peur de perdre l'influence qu'ils exercent sur les dirigeants. Les députés réformistes, eux, appuient cette recommandation de Lord Durham. Dans l'ensemble, les colons britanniques approuvent l'union des deux Canadas. Pour eux, cette mesure stimulerait l'économie de la colonie et leur assurerait la majorité au sein de la population, ainsi que de la Chambre d'Assemblée. C'est une histoire à suivre qui reprendra l'an prochain, avec la décision que Londres mettra en place en 1840. L'échec de l'insurrection de 37-38 a empêché évidemment le Québec d'évoluer dans le sens qu'on pourrait dire normal, si vous voulez,
d'une émancipation politique et de la constitution d'un État indépendant. Ça, c'est certain. Moi, je crois que il y a eu deux traumatismes absolument fondamentaux dans l'histoire du Québec. Le premier, c'est la conquête anglaise, qui a brouillé l'évolution de cette société, qui autrement aurait pu évoluer exactement comme les autres collectivités neuves de l'Amérique ou de l'Océanie. Vous savez que sur les environ 25 collectivités neuves qu'on peut recenser dans les Amériques et en Océanie, le Québec est pratiquement la seule qui n'ait pas réalisé son indépendance politique. En soi, ça, c'est un phénomène qui attire l'attention et qu'il faut analyser et expliquer.